Bienvenue au fond de l'espace multimédia Gantner. Aujourd'hui, on va parler de mon t-shirt, MC5. Enfin, je rigole, on va plutôt parler de ce livre qui est intitulé exactement de la même manière. Alors le MC5, c'est un groupe, que je pourrais volontiers comparer à Creedence Clearwater Revival. Pas forcément pour le style, mais pour le fait que la plupart du temps, les gens connaissent l'un ou l'autre morceau, mais auront plus de mal à dire qui est l'auteur ou le groupe derrière ces morceaux que tout le monde connaît. Et le MC5, justement, c'est un peu ce groupe maudit qui, dans la scène de Détroit, aux États-Unis, qui est une ville connu pour son industrie automobile et sa population ouvrière extrêmement importante dans les années 60-70, va naître et prendre carrément le nom d'une huile utilisée en mécanique, MC5, pour jouer une musique rock extrêmement énergique que d'aucuns considèrent aujourd'hui comme une sorte des prototypes de la musique punk. Et évidemment, le titre le plus emblématique du groupe, c'est Kick Out the Jams, Motherfuckers, qui leur a coûté pas mal de censure et de problèmes, parce qu'à l'époque, aux États-Unis, on n'aimait pas trop les gros mots et les attitudes un petit peu outrancières du groupe. MC5, c'est un groupe qui va évoluer en parallèle des Stooges, dans lequel officiera le désormais célèbre Iggy Pop, et qui vient également justement de Détroit. Et il était grand temps qu'en France, maintenant grâce à Camion Blanc Édition, on mette en avant ce groupe essentiel et maudit qui ne sortira que 3 albums avant d'exploser dans les méandres de la drogue, du psychédélisme et de toutes ces choses relatives au rock'n'roll qui parfois ont tendance à le plomber. Mais l'idée est que on a un ouvrage qui est ici rédigé par Didier Delinotte d'une part et Manuel Rabas d'autre part. Didier Delinotte va s'attacher au côté historique, sur toute l'évolution du groupe de sa fondation jusqu'à sa fin, puis en s'intéressant également aux projets qui ont vu le jour après la fin des MC5. Je pense notamment à l'excellent Sonic Rendezvous, qui était le groupe de Fred Sonic Smith, un des guitaristes d'MC5, qui a été pendant longtemps marié à Patti Smith par exemple. Et Manuel Rabas, quant à lui, qui est un journaliste qui a pas mal officié dans la presse musicale rock, voire heavy metal, va s'occuper de toute la partie discographie qui est extrêmement fournie, très riche, et qui permet de pouvoir fouiller avec plaisir dans les méandres de la qualité énergétique, folle et complètement déjantée de ce groupe fondateur du mouvement punk. T'as vu, t'as envie de le lire? Un autre ouvrage qui me tient à cœur et qui est publié également chez Camion Blanc et qui vient de sortir tout récemment, c'est More Rock'n'Roll, la fascinante histoire des variations. Alors à l'époque, on le sait, la mode, c'est de s'appeler les Beatles, les Who, et en France, ce sera les variations. On est ici à une époque où, en France, le rock'n'roll est souvent vécu par le filtre de la chanson française. On pense par exemple à Johnny Hallyday et aux Portes du Pénitencier, qui réadapte un vieux classique, House of the Rising Sun. On regarde la carrière d'Eddie Mitchell, on regarde Dick Rivers, et puis on regardera dans des choses plus légères Sylvie Vartan et ce genre de choses. Et on comprend qu'en fait, la musique anglo-saxonne est très souvent apportée au public, filtrée par le prisme de la traduction française. Et la particularité des variations, justement, ça va être de jouer une musique qui, elle, s'inscrit carrément dans la même catégorie que des groupes anglo-saxons tels que The Jimi Hendrix Experience, Led Zeppelin, groupes avec lesquels les variations vont d'ailleurs jouer à de multiples reprises lors de leur tournée européenne notamment. Donc c'est un groupe qui a des membres originaires du Maroc, qui vont ensuite se développer à Paris et qui vont à l'origine faire pas mal de reprises de Rolling Stones et de ce genre de choses, puis en tournant avec des groupes plus connus, se forger une identité et, comme c'était souvent la tradition à l'époque, se piquer des plans les uns les autres et arriver à faire une musique extrêmement chevronnée de qualité au long de 4 albums. Et leur carrière, si vous voulez, va plutôt se faire sur des chansons en anglais.
Ils auront l'un ou l'autre titre chanté en français, mais ils seront principalement sur un pied d'égalité avec ce qui se fait dans la scène de la musique anglo-saxonne rock'n'roll de leur génération. Ce qui fait qu'ils vont se développer notamment aux États-Unis, où ils vont tourner avec des groupes comme Aerosmith, Edgar Broughton Band, sur des tournées de plusieurs mois, mais finalement ne obtiendront jamais la reconnaissance qu'ils auront à l'étranger en France. Et c'est là une espèce de légende un petit peu maudite du rock'n'roll français que vous pouvez découvrir au travers de cet excellent ouvrage qui a été rédigé non seulement par Marc Tobali, qui est le guitariste fondateur du groupe Les Variations, et aussi un journaliste qui travaille dans la presse musicale du nom de Julien Deléglise, qui est d'ailleurs en ce moment en train de préparer un ouvrage sur les Stooges et Iggy Pop qui devrait paraître en fin d'année. Donc une lecture tout à fait édifiante et intéressante sur un pan méconnu de l'histoire d'un rock'n'roll d'une extrêmement bonne qualité qui a été produit en France à la même époque que les standards du genre. Et pour finir en musique, j'aimerais vous parler d'un album qui, pour moi, est assez particulier puisqu'il s'agit d'un album du groupe que l'on connaît sous le nom de Chocolate Watch Band, qui vient des États-Unis et qui est sorti en 1967. L'album s'appelle No Way Out et rien qu'en regardant la couverture, on comprend qu'il s'agit d'une musique teintée de psychédélisme. Et Chocolate Watch Band est un des groupes qui est parmi les premiers dans la mouvance des groupes issus du rock garage à aller vers le psychédélisme. Et là où la plupart des autres groupes à l'époque lorgnaient du côté des Who, des Kinks ou des Yardbirds, on va avoir ici un groupe américain qui lui va jouer dans la catégorie plutôt des Rolling Stones. Et on a là affaire à un petit bijou de rock garage teinté de psychédélisme qui va justement sortir une musique qui, à mon sens, est quasiment aussi bonne, voire parfois meilleure que les Rolling Stones. Vous allez comprendre tout de suite l'esprit dans lequel le groupe officie, rien qu'en regardant le nom d'un des titres, Dark Side of the Mushroom, la face sombre du champignon. Je pense qu'il ne s'agit pas vraiment de Coolmel ou de Cep, mais je vous laisse deviner par vous-même. En tout cas, je recommande chaudement l'écoute de ce petit brûlot de musique qui n'a pas vieilli et qui va vous emporter vers des contrées pour le moins particulières.